Un petit rappel les amis pour vous dire que toutes mes vidéos sont aussi disponibles en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour lancer la semaine avec une nouvelle vidéo, le débrief du Classico. Le Real Madrid l'emporte 3-2 au nouveau Santiago Bernabéu hier, le stade sublime, le match pas mal non plus, les hommes de Carlo Ancelotti qui s'imposent, c'était peut-être le dernier Classico pour Xavi. Ça on verra dans les quelques semaines qui viennent. Jude Bellingham a inscrit le but victorieux au bout du temps additionnel. Il y a tellement de choses dont il faut qu'on discute aujourd'hui, mais la première chose à dire, c'est que c'est le Classico du sacre. C'est le Classico du titre, pas tout à fait mathématiquement, mais le Real Madrid, à 6 journées de la fin, compte désormais 11 points d'avance sur le Barça. Ouais, en gros, c'est plié. C'est le Classico du sacre, c'est aussi le Classico de la domination. Cette saison, les 3 Classicos, les 2 en Liga et celui en finale de Supercoupe d'Espagne, ont été remportés par le Real 2-1. C'était avec un but aussi à la dernière minute de Jude Bellingham à l'aller, 4-1 en finale de Supercoupe, 3-2 hier soir. Le Real reste même sur 4 Classicos consécutifs victorieux et 3 en une saison, 3 consécutifs en une saison. Je crois que ça s'était pas produit depuis 88 ans pour le Real Madrid. Donc c'est aussi un Classico historique. Et enfin, c'est un classico de la controverse, parce qu'il y a eu pas mal de décisions litigieuses, et on va toutes les aborder. Bon, il y a eu une petite décision litigieuse, c'est peut-être de donner l'homme du match à Lamine Yamal. Après, il a été très très bon, il a fait énormément de mal sur son couloir, on va analyser toute sa partie. C'est pas si scandaleux que ça, mais je pense personnellement, je l'aurais donné à l'ami Lucas Vazquez, qui a peut-être fait le meilleur match de sa carrière avec le maillot madrilène, ou en tout cas dans le top 3 de ses performances, surtout vu l'estrade et vu l'exposition de ce match. C'était une sacrée partie pour lui. Donc on va débriefer l'ensemble de ce match. Il y a, je pense, une vingtaine de minutes qui arrivent sur ce Classico. Avant, c'est pas tout à fait un récap du week-end, mais je voulais avoir quelques mots quand même pour Coventry, les fans de Coventry, si vous avez suivi en demi-finale de FA Cup contre United à Wembley, ils perdaient 3-0, ils sont revenus à 3-3, ils ont marqué le but victorieux même pour l'emporter 4-3 à la 120e minute, et il a été refusé pour quelques millimètres. Derrière, ils perdent la séance de tir au but. Donc pensez aux supporters de Coventry et quel match ça a été. Et aussi, dans le même temps, et je regardais ça en double écran, Leverkusen a égalisé contre Dortmund à 1 minute de la fin du temps additionnel. Pour éviter leur première défaite de la saison, toute compétition confondue, totalement incroyable. Ils ne peuvent pas perdre. Je ne sais pas comment ça se fait, mais ils ne savent pas perdre. Et c'était aussi un résultat important pour Dortmund dans la course au top 4. Si on regarde, bon, les Leverkusen, ils ont 80 points, toujours pas de défaite, comme on a dit, toute compétition confondue. Le Bayern en a eu 6 quand même, 6 en 30 matchs cette saison. Leverkusen a déjà remporté son titre mathématiquement, mais Dortmund, regardez, ils ont 2 points de moins que Leipzig. Ils auraient pu revenir à égalité de points avec Leipzig pour cette 4e place qualificative pour la Champions. La 5e pourrait l'être pour l'Allemagne. Peut-être que la 5e peut qualifier pour la Champions aussi. Mais sur cette bataille pour le top 4, j'ai vu que semaine prochaine, donc ça c'était Dortmund-Leverkusen, semaine prochaine, samedi à 15h30, il y a un Leipzig-Dortmund, qui est le dernier match très très important de cette fin de saison en Allemagne. Ça va être, pour les suiveurs de la Bundesliga, c'est le grand rendez-vous, 31e journée sur 34, Leipzig-Dortmund. Et voilà, c'est à peu près tout ce dont je voulais discuter sur les matchs du week-end. On a fait l'analyse, bien sûr, de Paris-Lyon qui est sorti hier soir. Ce Real Madrid-Barça, alors, le Real se présentait sans Carvajal, c'était Lucas Vazquez titularisé, Camavinga en tant que latéral gauche aussi, malgré le retour de Ferland Mendy, donc ça dit peut-être quelque chose sur la préférence de Carlo Ancelotti. Il y avait Fran Garcia aussi qui est rentré en cours de jeu, Rudiger, Tchouaméni, la défense centrale, Kroos, Modric titularisé, Valverde, Vini Junior, Bellingham, Rodrigo. Ça c'était pour le 4-3-3 du Real avec Lunin dans les buts. Côté Barça, De Jong, Christensen, Gundo, on va parler de Frenkie malheureusement sorti sur blessure à la mi-temps, juste avant la mi-temps, ça a l'air grave en plus. Donc c'est un peu inquiétant. Koundé, Araujo, Koubarsi, Cancelo, Ter Stegen, Lamine Yamal et Rafinha aux côtés de Robert Lewandowski. C'était le match pour se rattraper. La semaine a été tellement compliquée pour les supporters catalans. Franchement, j'ai une pensée pour vous les gars, parce que entre l'élimination à la maison contre le Paris Saint-Germain, c'est un scénario un peu dramatique, la qualif du Real contre Manchester City qui doit pas être facile à prendre aussi, et là ce match, moi je suis lyonnais, donc je sais ce que c'est. Pensez pour vous les poteaux. Et pourtant ça avait bien démarré pour le Barça. Au bout de 4 minutes 30, il y a cette perte de balle basse de Vinicius, retour salvateur de Kroos, mais c'est dangereux, le Real s'est mis en danger, et sur le corner qui suit, Lunin est battu,
Christensen au second poteau va aller ouvrir le score. C'est un but de Christensen sur corner, comme ce qui avait été fait contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes au match aller. C'est la zone qui a été ciblée par le Barça sur ses corners, comme ce qu'a fait Manchester City contre le Real Madrid en Champions. Tous les corners tapés dans les 5 mètres, et c'est encore un exercice dans lequel le Real a été en grande souffrance, grande difficulté. C'était aussi la zone dans laquelle le Barça tapait ses corners contre le Paris Saint-Germain de Donnarumma. Donc c'est gros danger là-dessus. Ça fait 1-0, il y a des trucs à corriger pour le Real avant d'affronter le Bayern, mais le Barça en profite, mène vite au score dans ce match, et ça peut ressembler à un début de vengeance pour eux. Surtout que, sur son côté, Lamine Yamal face à Camavinga, il a fait super mal. Ça, c'était un des duels du match. Le duel le plus dominant côté barcelonais, il l'a vraiment écrasé. Franchement, il a fait super mal. Et Camavinga, latéral gauche, ça n'a pas hyper bien fonctionné. Là, il le bat. Centre en retrait, c'est sorti par Lunin. Hop. Mais ouais, gros danger et petite occasion de passer à 2-0 pour le Barça au bout d'un quart d'heure. On voit Lamine Yamal qui prend le dessus sur Camavinga, qui n'ose pas le toucher en pleine surface. Il a raison et il va d'ailleurs avoir une action un petit peu litigieuse. On va discuter du fait s'il y avait penalty pour le Barça tout à l'heure. Ce qui est sûr pour moi, c'est qu'il y a penalty sur Lucas Vazquez ici, mais le responsable, c'est pas Koubarsi qui fait la faute, c'est Cancelo. Cancelo qui se fait manger là, c'est un peu inadmissible et j'ai beaucoup de choses à dire sur Cancelo, qui vit une semaine extrêmement compliquée, mais il est passé là par Vazquez. Et ensuite, le petit dribble intelligent en ayant fait la feinte de centre, Koubarsi mord un peu à l'hameçon, Vazquez joue très bien le coup aussi en laissant la jambe tendue, mais honnêtement, c'est assez clair qu'il y a penalty. Le contact est très fort. C'est surtout là qu'il y a problème. Pour moi, c'est surtout là le problème. C'est extrêmement mal défendu par Cancelo. Se faire manger comme ça, c'est pas possible. Et derrière, le dribble intérieur de Vazquez, on voit croc en jambe. Koubarsi se plaint pas trop, même si Xavi estime qu'il y a plongeon. Et je vois ce qu'il veut dire. C'est que c'est un penalty qui est bien manufacturé par Lucas Vazquez. Mais ouais, non, il y a contact, il y a penalty. Il est transformé par Vinicius. Et ouais, Cancelo, des choses à redire sur Cancelo, ce truc avec le Barça de les deux Joao qui avaient fait tellement de bien fin de saison dernière, etc. Là, si tu veux vraiment transformer ça en une recrue, vu le prix, vu le montant, c'est plus discutable cet été. On va voir quels sont les choix qui vont être faits. En tout cas, le Real continue de souffrir sur corner, ça c'est le truc. Encore une fois, 25e minute, je crois que c'est la tête de Lewandowski qui passe d'un rien au-dessus, même si désolé l'image est pas très nette. Grosse occasion pour le Barça là. Il va y en avoir un autre peut-être à la suite de ça, mais c'est encore une fois Yamal face à Camavinga, duel très dangereux sur ce flanc droit du Barça, où Camavinga est un petit peu pris au dépourvu. Il est battu, centre en retrait, c'est dévié en corner, nouveau corner donc pour le Barça, et celui-ci, c'est presque le plus scandaleux de tous. C'est celui qui va faire le plus polémique, en tout cas. Lamine Yamal, seul au premier poteau, la dévie, et Lunin repousse le ballon sur sa ligne ou derrière sa ligne. Et bah le truc c'est qu'aujourd'hui, lundi 11h34, on ne le sait pas encore véritablement, parce que j'ai appris, je ne savais pas mais du coup j'ai fait mes recherches, il n'y a pas la goal line technologie en Liga. Pas de goal line technologie en Liga apparemment, lui un petit article, c'est Tebas qui cherche à faire des économies d'environ 4 millions par an, en estimant que le VAR suffit pour trancher, qu'il n'y a pas besoin d'avoir la technologie. On voit Gundo, qui est arrivé au Barça il n'y a pas longtemps, qui demande avec la montre. T'as pas la montre qui vibre. Et non, il n'a pas une montre qui vibre, il a une montre tout à fait classique qui ne permet pas de déterminer si le ballon a entièrement franchi la ligne. Pourtant, il y a l'angle de caméra, là, positionné directement sur la ligne, mais quand c'est bloqué visuellement, comme ça l'est ici par Lunin, c'est impossible de franchement, vraiment, 100% déterminer si oui ou non le ballon a franchi la ligne. Donc ça a rendu les Barcelonais fous. Et fort justement, ça doit faire bizarre de ne pas avoir un truc aussi normal dans peut-être le plus gros match de foot de club du foot européen, quoi. Enfin, celui-ci spécifiquement, pas forcément. Le titre était déjà en bonne voie pour le Real, mais bon, c'est le Classico, quoi. Il n'y a pas de goal line. Maintenant, mon avis perso, c'est que le ballon n'a pas franchi la ligne. Je pense que sur cet angle-là, on voit la position des mains de Lunin. On a vu quand même, si on suit le foot depuis un moment, on a vu même sur les dernières saisons, il y a pas mal de situations litigieuses comme ça qu'on a examinées, et on a vu à quel point, pour que ça ait vraiment franchi la ligne, depuis un angle comme ça
ce serait un peu plus clair. Parce que vous savez, bon, si, je vais pas refaire toute la démonstration, mais le truc de l'objet sphérique vu par-dessus, en fait, il faut qu'il y ait un écart assez substantiel pour que l'entièreté du ballon ait franchi la ligne. Là, quand je vois ça, je peux pas le dire à 100% parce qu'on n'a pas de goal line technologie, mais quand je vois ça, pour moi, ça n'a pas franchi la ligne. J'essaie de me positionner par-dessus le ballon comme ça. Et non, je me dis ça n'a pas franchi la ligne. Quand Xavi dit ouais, c'est un but fantôme qui nous a été refusé, etc., pour moi, encore une fois, il est un peu en perte de lucidité où il n'a pas bien vu les images. Je comprends par contre la frustration qu'il n'y ait pas de goal line technologie, ça c'est abusé. Mais pour moi, non, il n'a pas franchi la ligne. Ça se verrait plus. Et peut-être il y a un petit truc aussi, du coup on essaie de se référer à des petits indices. C'est triste d'en arriver là, mais moi ce que j'ai essayé de regarder, c'est la réaction de Koubarsi, qui est le joueur le plus proche de l'action, qui a le meilleur angle de vue. Alors peut-être que c'est parce qu'il est un peu jeune et pas encore, il n'a pas encore tout le vice en lui, mais il réagit pas du tout. Il regarde, il va suivre l'action aussi parce que c'est assez proche de lui, mais même une fois que c'est repoussé par Lounine, il est lui en train de regarder le tireur de corner, il n'est pas vraiment en train de réclamer. Pour moi, si on regarde la réaction de Koubarsi sur toute l'action, c'est plutôt un signe que le ballon n'a pas franchi la ligne, lui a une bonne vue. Et je pense effectivement qu'avec l'angle qu'on avait, etc., on peut déterminer en tout cas. Moi, si je dois faire un prono, non, je pense pas qu'il a franchi la ligne. Mais par contre, je comprends la frustration. Ça doit être un truc de malade. Comme ça, avec devoir regarder 8 angles de caméra, etc., alors qu'il y a juste une technologie qui est utilisée dans le monde entier, qui est beaucoup moins controversée et polémique que la VAR. Ça, pour le coup, la goal line, bon, c'est clair et net. Il n'y a absolument aucune raison de l'enlever. Ça, c'était un très bon saut technologique qu'a fait le foot. C'est un peu scandaleux que ça n'existe pas en Liga. Donc voilà, on en reste à un partout. Alors, en revanche, peut-être que cette action elle a fait moins de bruit, mais sur une nouvelle percée de Lamine Yamal sur Camavinga, là pour moi c'est quand même plus discutable de ne pas donner penalty. Je comprends qu'il soit pas donné, je pense, mais le truc c'est que Camavinga est battu par le dribble de Lamine Yamal qui le prend sur l'extérieur, et derrière il y a vraiment contact sur le pied droit. Alors c'est, je pense, pas un contact qui est suffisant pour le faire tomber totalement. Et Yamal se laisse bien tomber, mais en même temps il est en train d'aller vite et parfois on voit que juste des légers contacts comme ça peut être suffisant pour déséquilibrer, et il y a vraiment contact là sur la cheville droite. Bon, forcément en screenshot je peux pas très bien vous le montrer, mais si vous voyez une vidéo vous verrez, il y a contact, il tombe, et ça que ce soit même pas checké, peut-être c'est un peu léger. Il y a un léger contact aussi sur le pied gauche, mais c'est surtout au niveau du pied droit où il y a vraiment quelque chose, et Camavinga touche pas le ballon, il est par derrière, il a été battu par le dribble de Yamal. Ça, pour moi, c'était plus polémique. Le but refusé ou qui n'a pas été validé à cause de la goal line, etc., pour moi, ça, c'est plus une question technologique et ça pose un débat plus large sur la Liga doit se réformer. Mais pour moi, il n'y avait pas but. Alors que là, ouais, je sais pas. Là, si j'étais barcelonais, ça, ce serait la situation qui m'agacerait le plus, je pense. Mais je comprends aussi que c'est pas un truc flagrant, donc peut-être si l'arbitre l'a pas donné, tu le donnes pas. Bref, ce qui est certain, c'est que Yamal a fait extrêmement mal sur son côté. Et Tchouaméni qui était pas mal dans la protection de surface. Là, sur l'alignement de cette ligne, c'est un peu catastrophique pour le Real. Et c'est facile pour Yamal de faire cette accélération, de prendre le dessus sur Camavinga, faute sur lui à l'orée de la surface, et Camavinga prend son jaune. Il a été battu 3, 4, 5 fois sur cette première demi-heure de jeu par Yamal, qui lui a fait extrêmement mal. C'est une faute en dehors de la surface, donc logique qu'il n'y ait pas penalty. Mais ouais, c'est dangereux. Et comme les corners ont continué d'être dangereux, celui-ci il est tapé dans les 3 mètres, personne la touche. Tchouaméni la laisse passer, ça rebondit ici. Un corner qui rebondit ici sans que personne n'intervienne. Il y a une vraie vulnérabilité là pour le Real. Et Donnarumma comme Lounine, ces deux gardiens qui sont menacés par ces corners très rentrants, des idées pour Dortmund et pour le Bayern, et quelque chose à corriger de manière urgente pour ces deux équipes. Et du coup, de tout ce qu'on a montré, je pense qu'on a montré qu'à part sur quelques transitions éclairs, le Real Madrid peine sur ce début de match. Ce qui m'a plu chez eux, c'est la réponse mentale. On voit un Jude Bellingham, par exemple, qui a un petit peu du mal à rentrer dans sa partie, même si à la fin, je pense, bilan final, tu peux dire il a fait un bon match. Très bon, je sais pas, je le mettrai pas homme du match, mais je le mettrai peut-être dans la conversation. On marque quand même le but décisif, etc.
Mais surtout sur l'engagement mental, il n'a pas baissé les bras. Et là, 40e minute, hop, il fait un retour sur Cancelo. Immense retour, tacle, avec énormément d'autorité, d'énergie. Ouais, si tu réussis pas à te mettre, ça c'est un truc qu'on dit aussi en NBA, là c'est les playoffs en ce moment, je suis en train de kiffer. Si tu réussis pas à te mettre dans le match offensivement, avec ton tir qui rentre pas, etc., bah, tu peux faire les efforts défensifs. Tu peux faire les efforts défensifs et tu peux chercher une autre manière de contribuer à la performance collective. Et ça, c'est ce que j'ai vu dans le début de match de Bellingham. Pas hyper inspiré avec ballon, le Real Madrid n'a pas énormément de choses à se mettre sous la dent, mais par contre, il fait les efforts défensifs et ça permet au Real Madrid de rester à flot dans ce match. Je vois aussi juste avant la mi-temps, là par exemple, récupération haute sur Christensen, gros tac sur Christensen, et c'est une action hyper dangereuse que le Real se fabrique à partir de rien du tout, avec 2 bouts de bois, un caillou, et une récupération haute de Bellingham qui a rien lâché mentalement, un niveau d'intensité mentale. Il va falloir que Mbappé la saison prochaine se mette à ce niveau, mais je pense qu'il va le faire. Je pense que cet écusson et ce maillot peut faire ça, ce stade peut faire ça aussi. Mais il va falloir, parce qu'au Real, personne ne lâche rien à aucun moment. Même quand les choses tournent pas très bien, il y a des gars qui sont capables de faire des récupérations hautes comme ça, comme Jude, qui est pourtant superstar, mais il rechigne pas à faire les efforts défensifs. Et derrière, si Vinicius est un peu plus inspiré dans sa passe, et qu'il n'y a pas un très bon retour de Christensen qui rattrape un peu son erreur, le Real peut passer à 2-1 juste avant la mi-temps. Grosse collision entre Valverde et Frenkie de Jong. En fait, c'est plutôt le ballon qui frappe la cheville de Frenkie de Jong très très fort. Et malheureusement, il est sorti sur blessure. Ça fait mal parce qu'il venait de revenir. Je kiffe Frenkie. Et ouais, vraiment, j'ai de la peine pour lui. Parce qu'il était en larmes en sortant sur civière. Et en gros, ouais, c'est ça. C'est pas le pied de Valverde, c'est l'impact avec le ballon qui fait tourner sa cheville. Désolé, je devrais mettre un avertissement âme sensible. Parce que là, on voit à quel point elle a tourné très fort. Je ne sais pas si c'est une fracture. J'imagine qu'on va avoir des infos dans quelques heures. Peut-être qu'elles sont déjà tombées au moment où vous voyez cette vidéo. Mais ouais, c'est dur. Il est en larmes. Il sort sur civière sous les applaudissements du Bernabeu. Parce que personne n'a envie de voir ça. Surtout d'un joueur qui est aussi kiffant et qui venait de faire son retour. Donc dommage et j'espère qu'il reviendra vite. Kamavinga se fait encore une fois battre par Yamal sur le côté qui était en feu. Et cette fois, il n'ose plus faire faute parce qu'il a déjà un jaune. Donc ça donnait des situations très dangereuses. Finalement, là où le Real s'en sort, c'est un peu grâce à l'activité défensive. On a parlé de Bellingham, mais par exemple, un Lucas Vazquez, là, sa récupération agressive sur son côté, sur Cancelo, et derrière l'accélération, Cancelo qui réussit pas à faire la faute tactique sur Modric, ça m'a fait rire. Tout de suite, transition offensive. Si t'es un joueur intelligent qui a passé aussi quelques années sous Pep Guardiola, tu sais qu'il faut faire la faute tactique derrière pour couper la transition. Il réussit pas à la faire. Modric prend le dessus, accélération, et ça va donner une frappe cadrée de Bellingham au bout. Pas grand chose de dangereux, mais juste tout ça c'est venu d'une bonne récupération de Vazquez qui a fait du bon taf. Et ouais, le Real Madrid réussit à se procurer 2-3 trucs aussi parce qu'en transition, bah, ça doit être la meilleure équipe de transition offensive du monde. Je pense qu'on a plusieurs séquences pour le montrer. Avant ça, je vais vous parler de cette stat qui a été sortie sur le broadcast que je regardais. Bellingham, 16 buts sur sa première saison en Liga avec le Real. C'est le 5e total le plus haut pour l'instant. C'est pas fini, il en a marqué d'ailleurs un 17e en fin de match. Mais il y a Puskás à 21, Van Nistelrooy 25, Ronaldo 26, Di Stefano 27. Bon, 4 attaquants de haute stature. Bellingham, milieu offensif. Il n'est plus, par contre, le meilleur buteur de Liga. Je suis allé checker. C'est Dovbyk de Girona, dont on a parlé un petit peu il y a quelques mois quand on a fait cette vidéo sur Girona. Dovbyk, il a 18 buts en 30 apparitions. Bellingham, 17 en 25. Dovbyk, il a planté 4 buts sur ses 3 derniers matchs, dont un ce week-end contre Cadiz, mais il y avait eu un doublé contre le Betis aussi. Donc il a repris les dessus, repris les devants. Bellingham n'avait pas marqué de but, il faut le dire, depuis un doublé contre Girona, c'était en février. Toute compétition confondue, il n'avait pas marqué depuis février. Alors il avait raté quelques matchs aussi, mais ouais, il est de retour sur le tableau d'affichage, mais ça c'est pour dans quelques secondes. Avant ça, on a vu quand même que le Real pouvait se procurer des trucs en transition, comme on a dit encore une fois, avec 2 bouts de bois, avec un caillou, avec pas grand chose, et bah tu réussis quand même à être dangereux, parce que quand tu as Bellingham pour te lancer, et quand tu as Vinicius pour prendre la profondeur en partant depuis la médiane, bon bah il peut faire des dégâts. Koubarsi revient bien et bouche l'angle de tir. Koundé aussi. Encore une fois, sur une relance là à la main de Lunin. Lunin, il va la mettre à la main. Regardez Vinicius qui demande là. Boum. Avec le rebond, Koubarsi est battu, ou Pedri est battu, qui est rentré à la place de Frenkie. Et Vinicius peut aller accélérer. C'est du 1 contre 1. Et heureusement pour le Barça, Ter Stegen sort une grosse parade. Mais ouais, ça aussi, c'était très dangereux. Ça, c'était à 2-2. On revient à 1 partout. Et je pense qu'on arrive proche du but
ça va être le but du 2-1 pour le Barça, qui aura quand même mené 2 fois dans ce match. 2 fois dans ce match. On voit Camavinga qui est un petit peu attiré par l'appel intérieur de Fermin Lopez, qui a fait une bonne entrée. C'est Ferran Torres qui peut aller chercher autre côté pour Lamine Yamal. Camavinga, non seulement il a été pris par l'appel intérieur, mais aussi peut-être il ose de moins en moins serrer Yamal. Il s'est fait tellement battre en 1 contre 1 et maintenant il a un jaune que ça devient encore plus difficile à défendre pour lui. Yamal a beaucoup d'espace. Il peut aller déclencher un centre-tir qui est repoussé par Lunin dans les pieds de Fermin qui finit 2-1 pour le Barça. Initialement, je suis un peu... bon, déjà, la célébration de Fermin, ok, intéressante. Il va aller chambrer le public. 2-1 pour le Barça. Initialement, je suis un petit peu interloqué par la sortie de Lunin. Je me dis, ouais, repousser dans les pieds comme ça, c'est une grosse erreur à ajouter à celle du premier but. Avec le recul, bon, il n'y a pas hors-jeu de Ferran. Et c'est pas facile pour Lunin, parce que Ferran passe devant lui juste au moment, donc il doit anticiper jusqu'au dernier moment, et il peut pas anticiper, je veux dire, jusqu'au dernier moment, il peut pas vraiment anticiper la trajectoire, il doit réagir à ce qui se passe de la part de Ferran. Et il y a aussi Félix qui est ici autre côté. Je dirais c'est plus dans l'ensemble mal défendu par le Real que mal géré par Lunin. Si je dois vraiment attribuer une faute sur cette action, c'est peut-être pas normal de laisser un centre comme ça et derrière, bon, finalement, ici Vasquez est un peu derrière, donc c'est un peu du 3 contre 2 là. Difficile pour Rudiger et Tchouaméni et Lunin de gérer cette situation avec, encore une fois, un très bon ballon mis par Yamal qui aura été décisif sur les 2 buts catalans. Bellingham continue de faire le travail défensif. Le Real Madrid perd 2-1, c'est pas un match facile à gérer pour eux. Au moins, il continue à faire les efforts défensifs, mettre Ter Stegen sous pression. Et 1 minute plus tard, c'est à la suite de cette action que le Real Madrid va revenir dans le match. Valverde a un bon travail là pour battre. Est-ce que c'est Fermin peut-être qui est battu ici par cette course intérieure? Oui, et il va transmettre côté gauche. Un truc que je trouve intéressant avec Vinicius, on parle beaucoup de ses accélérations, sa qualité de percussion. Mais un truc qu'il a vraiment développé, c'est sa qualité de centre pied gauche. Ce qui fait vraiment de lui un joueur côté gauche intéressant. Parce que tu sais qu'il peut rentrer intérieur, mais il peut aussi menacer avec du jeu patte gauche. Il est magnifique ce centre. C'est un des plus beaux centres de la saison pour moi. Même si c'est mal anticipé, géré par cette ligne de 4 et surtout, je pense, par Cancelo. Peut-être que Araujo et Cubarsí peuvent être... il y a quand même beaucoup d'espace là pour mettre ce centre. Mais... Cancelo avec Vasquez dans son dos, là, c'est un peu catastrophique. Encore une fois, Cancelo fautif. Je crois que c'est le 4e but où il est fautif cette semaine contre le Paris Saint-Germain. Ça a été une disaster class complète. Et là, après avoir donné un penalty, en n'intervenant pas suffisamment bien sur Vasquez, en le laissant là seul au second poteau, ouais, Yamal sur Camavinga, ça aurait pu être l'histoire du match. Mais l'histoire du match, pour moi, non, c'est Vasquez sur Cancelo. Ça, finalement, ça a été encore plus déterminant. Et c'est pour ça que je mets Vasquez homme du match, et c'est pour ça que je mets Cancelo flop du match. Et le Barça doit se poser vraiment la question de est-ce qu'il faut vraiment aller mettre les X dizaines de millions d'euros sur lui au mercato estival? Parce que finalement, évidemment, il t'apporte des choses avec ballon, mais cette saison, est-ce qu'il t'a pas plus coûté vraiment que rapporté? Le débat est ouvert. Sur ce match, en tout cas, le débat est clos. C'est très très clair. Ouais, ça, c'est sûr que c'est pas normal. Et Vasquez qui peut finir seul au second poteau pour remettre le Real dans le match. Un Real mené à 2 reprises, mais qui revient à chaque fois. Davide Ancelotti qui n'a pas encore la sérénité, la sagesse et le calme du papa. La réaction, elle me tue. Et ouais, ça fait 2 partout. Et ça va faire 3-2 à l'orée du temps additionnel. Encore une fois, bon déplacement de Vasquez ici, entre les lignes, dans le demi-espace, et il est servi, il a été vraiment très très dangereux dans tout ce qu'il a proposé. Super match de Vasquez. Derrière, ça peut aller accélérer, mais je crois que le moment décisif, il va venir, c'est pas au bout de cette action qui celle-là un petit peu le déroulé. C'est Brahim Diaz ici. Brahim Diaz sur Pedri, il le bat. Il peut continuer à accélérer. Pedri, c'est un peu catastrophique défensivement tout au long de l'action. Il a plusieurs opportunités d'intervenir, au moins de mettre un contact, faire faute. Il laisse Brahim Diaz dérouler. Et encore une fois, Vasquez décisif sur son côté. Cancelo ne coupe pas le centre. Joselu, je crois qu'il veut essayer de tenter une talonnade, au moins pour une déviation. Il ne la touche pas. C'est une passe décisive sans toucher le ballon. Parce que derrière, Bellingham au second poteau, seul, lâché par Koundé, va la mettre sous la barre de Ter Stegen. Magnifique action. Araujo doit faire mieux, Koundé doit faire mieux, Cancelo doit faire mieux. Ce Barça qui était si souverain défensivement depuis quelques mois, si rigide, si solide, avec le retour de Ter Stegen, avec l'implémentation de Cubarsí, ce Barça vient donc d'encaisser
7 buts en 2 matchs, 2 des matchs les plus importants de sa saison, et forcément, à l'heure du bilan, ça fait mal. Encore un but qui remporte un Classico dans le Money Time pour Jude Bellingham cette saison. J'ai bien kiffé la célébration avec Lucas Vazquez. Ouais, c'est beau pour eux. C'est une sacrée fin de match. Le Barça peut encore sortir frustré de cette rencontre parce que les décisions arbitrales n'ont pas tourné en sa faveur. Pour moi, le penalty est un petit peu sur Yamal et un petit peu plus controversé et polémique que véritablement ce qui s'est passé sur la ligne de but. Je ne crois pas que ça rentre, à moins qu'il y ait un nouvel angle qui soit sorti là, quelque chose qu'on n'a pas vu sur le direct. Mais je ne crois pas que ça rentre. C'est un Classico qui va continuer à faire couler évidemment beaucoup d'encre, mais c'est le Classico du sacre. Et c'est le Classico d'une domination sans partage du Real Madrid cette saison. Il n'y a pas grand chose à dire. Ouais, t'en gagnes un, ok. T'en gagnes deux, ok. Tu gagnes les trois. C'est fort. Et c'est une équipe, ce Real de Carlo Ancelotti, qui quand même a commencé la saison sans véritable neuf, qui ce soir alignait Lucas Vazquez et Camavinga en tant que latéraux, qui dès le début de saison quasiment a perdu sur blessure de longue date Alaba, Eder Militao, Courtois. Et pourtant, à l'heure des comptes, c'est un Real Madrid qui a perdu un seul petit match de Liga contre l'Atleti, qui a la meilleure attaque, la meilleure défense de très loin, 22 buts encaissés par le Real cette saison, 37 pour le Barça. Alors que le Barça l'année dernière, c'était incroyable. Le Barça à ce même stade de la compétition, la saison dernière, au bout de 32 matchs, je pense qu'ils en avaient encaissé 12, 13 ou 14, un truc comme ça. Là, déjà 37 pour le Barça. C'est assez catastrophique. Donc ce Real, avec encore une fois des ressources un petit peu limitées cette saison, a fait quelque chose d'assez exceptionnel. Ils ont en plus gagné la Supercopa avec une victoire contre le Barça. Ils sont encore engagés en Champions avec encore un dernier carré, et peut-être un peu plus d'ici quelques jours. Donc c'est assez spectaculaire ce qu'ils ont fait. C'est assez spectaculaire ce que cet homme a réalisé. Le travail est colossal. Et la saison prochaine, il va avoir un effectif encore plus riche. Ce Real Madrid va continuer à faire peur. En attendant, ce Real Madrid a remporté un nouveau Classico. Et voilà pour le débrief du début de semaine. J'espère que ça vous aura plu, les amis. J'en ai pas encore parlé officiellement, mais demain, oui, le retour de retour. Trop content de vous amener ça. Je vais travailler dessus là aujourd'hui, demain. Donc demain, je pense, dans l'après-midi, début de soirée, un truc comme ça. Je pense que vous pouvez vous attendre au premier épisode de retour. Et on commence notre tour d'horizon et on lance la route en direction de l'Euro. Ouais, ça va être pas mal. Hâte de vous montrer ça. J'espère que vous serez au rendez-vous. Forcément, parfois on va parler d'équipes de sélection qui ne sont pas forcément celles qui attirent le plus l'attention. Mais si vous êtes présent, si vous venez sur la vidéo, au moins pour lâcher un petit commentaire, mettre un pouce bleu et leur donner de la force, ça me ferait plaisir. Donc je vous dis rendez-vous demain pour commencer ça. Et il devrait y avoir plusieurs épisodes cette semaine. Ça va être pas mal. Prenez soin de vous les potes. À demain. Et ouais, bisous.